Voilà, retour avec mes invités. Je vais vous les présenter. On va bien sûr parler des otages. Cet hommage national qui sera rendu demain dans la Cour des Invalides en présence du président de la République et de deux anciens présidents de la République. Puis on va s'intéresser à cet autre sujet, le glyphosate et cette phrase. Lui a-t-elle échappé d'ailleurs cette petite phrase au sénateur UDI de Haute-Garonne expliquant que le glyphosate n'était pas cancérogène. Je vous présente mes invités. Sarah El-Haïry, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes députée de Loire-Atlantique, porte-parole du MoDem. Merci d'être avec nous. Face à vous, Edwige Diaz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère régionale du Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine, candidate Rassemblement national aux européennes. Et vous me disiez d'ailleurs que votre circonscription, votre lieu de vie n'était pas loin de là où était le Premier ministre, près de Libourne. C'est ça, juste à côté. Merci d'être là. David Cormand, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. secrétaire national Europe Écologie Les Verts et vous êtes candidat aux élections européennes. 5e position, donc en position éligible. En tout cas, c'est ce que vous espérez, bien sûr. Merci à tous les trois. Je propose qu'on commence d'abord par ce débat autour de cet hommage national. Il y a eu une première polémique, on l'a entendu, autour de la présence de ces deux touristes dans une zone dangereuse ou pas. Fallait-il y aller? Et puis le Rassemblement national va un peu plus loin. Il explique bien que le président de la République en fait trop. Il fait de la politique avec cet événement. Écoutez d'abord Jordan Bardella et la ministre de la Défense, Florence Parly. Je crois que l'heure n'est pas aux polémiques. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour les nourrir. Ce n'est pas mon rôle. Je trouve qu'il en fait trop, qu'il profite du moindre événement, aussi tragique soit-il, pour essayer de faire de la récupération électorale. Ouais. Moi, si vous voulez, je me serais abstenu de toute forme d'hommage ou de toute forme de geste qui pourrait laisser penser à un hommage à l'égard de ces otages qui devaient évidemment être secourus, mais qui ont fait preuve d'irresponsabilité. Edwige Diaz, parlons-nous franchement, là, on est sur ce plateau de télévision. Est-ce que c'est sérieux de la part de votre tête de liste, Jordan Bardella, de faire lui-même de la politique sur cet événement ? Ce qui n'est pas sérieux, c'est surtout qu'Emmanuel Macron se précipite pour faire de la récupération politique à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Parce que moi, ce que je voudrais avant tout, c'est rendre hommage à ces soldats qui ont été de vrais héros et qui, à l'image du colonel Beltrame, ont été jusqu'au sacrifice ultime pour sauver deux compatriotes. Maintenant, Emmanuel Macron, on voit bien que la campagne de Madame Loiseau patauge et donc il ne sait plus comment faire pour essayer de faire de la récupération et essayer de s'attirer un petit peu de regards bienveillants de la part des électeurs qui, à mon avis, ne seront pas dupes. Évidemment, Jordan Bardella a raison. Donc il ne devait pas être sur le tarmac à l'accueil de ces deux Français et Il aurait dû cette réserver Coréenne. l'intégralité des hommages à la famille de ces soldats. Vous en pensez quoi de cette polémique qui enfle, ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'il en fait trop, le président Macron? Ce qui est grave, ce qui est triste, c'est ce qu'est en train de faire le Rassemblement national. Nous avons deux héros, deux soldats qui étaient dans leur mission, qui ont secouru deux Français, quelle que soit la situation. Le seul respect, le seul moment, le seul calme à avoir était pour ces deux soldats, pour leur famille, pour leurs collègues, pour ceux qui se sont engagés dans notre armée, ceux qui défendent notre drapeau, parce que ces soldats défendaient notre pays. Oui, ils sont partis chercher deux Français. Là, en l'occurrence, le chef des armées, Emmanuel Macron, alors que leurs corps ne sont même pas encore en terre, alors que demain nous leur rendrons hommage, votre parti, le Rassemblement national, a créé la polémique alors que le seul et unique moment pas le Rassemblement national qui a demandé à Emmanuel Macron d'accueillir ces deux personnes qui sont quelque part par leur attitude irresponsable coupables de l'assassinat de ces deux personnes, plus du guide qui accompagnait ces qui est mort, qui a été assassiné. Eh bien, c'est commencer à ternir leur sacrifice. Ils ont fait le sacrifice ultime. Je pense qu'on devrait être dans la décence, respecter leur famille qui vous arrange. Et ne pas faire à chaque fois que vous êtes gêné parce que vous avez vu que les Français n'appréciaient pas, comme vous avez vu que les Français n'appréciaient pas cette récupération politique. C'est vous qui l'avez fait. De dire vous faites de la polémique, vous faites de la polémique. Non, c'est vous qui faites de la polémique. C'est Emmanuel Macron qui a choisi d'aller accueillir ces touristes sur le tarmac. Il n'aurait pas dû le faire. Je répète, l'intégralité des hommages aurait dû être rendue aux familles des victimes. David Cormand, vous avez écouté cet échange, vous avez vu immédiatement, on a parlé à la fois du sacrifice de ces deux soldats et puis on a entendu, on a parlé de ces deux touristes. On a le sentiment que les deux sujets sont liés. Il y a eu deux polémiques. Il y a eu à la fois cette polémique lancée par Jordan Bardella sur l'attitude du président, et puis il y a eu un début de polémique sur la présence ou non de ces deux touristes qui étaient en voyage de découverte. Devait-il être sur place? Devait-il aller dans cette zone? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un peu embêté parce que j'ai pas envie de commenter ce qui s'est passé. On est dans un moment d'émotion. Je crois qu'il doit être un moment de recueillement par rapport à ces soldats qui, dans le cadre de leur mission,
sacrifier leur vie. Et puis, je pense qu'il n'est pas utile de culpabiliser ces otages. Qui se sont d'ailleurs excusés immédiatement à leur arrivée. Bien sûr, vous savez, renvoyer dos à dos les gens dans un moment de douleur alors que ça vient d'arriver, il sera toujours temps ensuite de réfléchir pourquoi ces zones n'étaient pas interdites, qu'est-ce qui s'est passé dans le détail. Mais très franchement, enfin, je pense que là, il faut être un peu digne par rapport à ce qui se passe. Mais vous parlez de qui quand il faut être digne? Vous pensez que le Rassemblement national fait une fausse polémique? Je vous dire, je m'en fous, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. J'ai envie de justement pas commenter ce qu'il n'y a pas il y a de raison de commenter. Faut penser. Le temps du deuil, du recueillement, puis le temps du politique. On est dans un moment d'accélération où il faut tout commenter tout de suite, où c'est la dictature de la surémotion et de l'instrumentalisation de l'émotion. Enfin, on est en train de devenir fou avec tout ça. Là, il y a 2 hommes qui sont morts, il y a 2 otages, plus les otages étrangers qui ont vécu un traumatisme. Enfin, on a le droit de souffler quelques jours, de voir ce qui s'est passé sans tout de suite bondir là-dessus. Enfin, voilà. Mais c'est vous qui avez lancé, si je peux me permettre, ces 2 touristes. Quelle est votre position, vous, en tant qu'élu, et quelle est la position du Rassemblement national sur le fait que ces 2 hommes qui ont été accueillis par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et la ministre de la Défense, n'auraient pas dû être là? Vous faites partie de ceux qui, sur Twitter, sur Internet, expliquent que ces personnes n'auraient jamais dû se retrouver au Burkina Faso. Vous faites partie de ceux-là ou pas? Mais c'est une vraie question. Moi, je respecte évidemment le moment du deuil et comme je l'ai dit, je rends hommage à ces héros et j'apporte mon soutien aux familles des victimes. Mais par rapport à ce que vous disiez, le problème, c'est que c'est toujours pareil. En fait, dès qu'on veut se sortir de ses responsabilités, on en appelle à l'union nationale, au deuil, on fait des marches blanches et puis après on oublie parce que l'actualité va vite, il y a quelque chose d'autre qui se passe et finalement ça recommence parce qu'on n'a pas pris les décisions qui s'imposaient. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Alors dans ce cas-là, est-ce que le gouvernement, est-ce que des consignes claires ont été données, ou en tout cas suffisamment claires ont été données pour éviter que les touristes français se retrouvent dans cette zone dangereuse? On l'a vu il y a quelques minutes dans notre journal, c'est compliqué, il y a une zone orange et une zone rouge, oui, mais elle évolue, elle bouge. Mais dans ce cas-là, soyons plus clairs. Je veux dire, si on considère que ce n'est pas la faute des touristes d'avoir été dans cet endroit-là, du coup c'est de la faute de qui? Est-ce que c'est la faute du gouvernement qui n'a pas été suffisamment clair ou qui refuse de nommer le mal? Parce que là-bas, ce qui se passe, c'est des territoires complètement gérés par les djihadistes, par les terroristes islamistes. Parce que le Burkina Faso, d'ailleurs, qui n'était auparavant pas un territoire gangréné par le djihadisme, mais c'est fait quelques mois, à peine un an que les djihadistes ont commencé à s'emparer de ce territoire. Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'on a une critique sur la présence des touristes, sur l'attitude du président. Qu'est-ce qu'il aurait dû ne pas faire finalement? Parce qu'il est allé saluer ces Français, ça lui a été reproché. J'ai envie de vous dire, il y a un moment, il faut arrêter. C'est le président de la République. Nous avions 2 otages et nous avons 2 héros qui ont laissé leur vie. 2 héros qui servaient encore une fois le drapeau. Ils étaient dans leur mission que de protéger les Français et de combattre des terroristes. Voilà leur mission. Ils se sont engagés pour servir notre idéal. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire une polémique parce qu'il y a un parti qui est en campagne et qui voulait et qui souhaitait commenter la présence du président de la République. Demandez à Édouard sur Philippe ce qu'il est en train de faire ce soir. Alors que, laissez-moi juste terminer ma phrase par courtoisie. Vous êtes aussi en campagne. Je vous connais, vous allez parler très très longuement. Je veux dire, il y a le temps des meetings évidemment, mais là, vous savez, la première partie de ce plateau, la première partie de ce plateau, elle est sur nos soldats. Elle est sur 2 personnes qui ont laissé la vie et sur une polémique que vous avez souhaité créer. Vous voyez bien que cette action aura des conséquences. Pour les touristes, vous êtes une députée modem, porte-parole de ce parti. Juste un mot, est-ce qu'il devait y aller ou pas? Parce que le risque, et on l'entend d'ailleurs là depuis quelques heures, c'est de bunkeriser ces territoires où on ne puisse plus se déplacer, voyager librement. Donc c'est dangereux quand même. Notre monde devient dangereux. On voit la place des terroristes. On voit comment les territoires deviennent de plus en plus dangereux. On sait que il y a une prise de risque à chaque fois. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a le temps où on va analyser effectivement les évolutions. Il y a un temps pour voir à quel point l'information est accessible, à quel point les acteurs, quand ils partent sur certains territoires qui sont orange ou rouge, parce que c'est ça, les évolutions, doivent avoir peut-être plus d'informations, plus d'alertes. Peut-être qu'il y a tout ça à faire, mais il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, il y a une règle, il y a une tradition dans notre pays, et c'est la fierté de notre pays. Quand un Français est en danger, on va le chercher. Voilà la règle. Ce qu'a expliqué Jean-Yves Le Drian, les ressortissants français, on va les chercher où qu'ils soient. David Cormand, vous avez été sensible à l'appel du ministre des Affaires étrangères, de la Défense, expliquant qu'il fallait être sur le pont Alexandre III demain pour
accompagner ces deux cercueils, pour les accompagner jusqu'aux Invalides, où on leur rendra un hommage posthume et on les décorera d'ailleurs, ces cercueils. Est-ce que c'est important que la nation s'unisse autour de ces hommes? Parce que ça n'a pas toujours été le cas, il faut le dire. On a eu des soldats morts en Afghanistan, on se souvient d'ailleurs d'une polémique où ils étaient rentrés sur un tarmac seuls, sans qu'aucun Français ne vienne les accueillir, comme ça peut d'ailleurs se faire très souvent aux États-Unis. Vous y serez, vous, demain matin? Cette idée vous a traversé l'esprit? Non, j'y serai pas parce que j'ai d'autres obligations, mais je pense que c'est important qu'il y ait des rites de ce type-là dans un pays, dans une république, où on n'oublie pas que pour être en sécurité, il y a des femmes et des hommes qui choisissent de dédier leur vie au service de leur pays. Donc moi, vous savez, je suis écologiste, je suis plutôt pacifiste, violent, c'est ça? pacifiste. Ouais, c'est ça. Voilà, mon truc spontanément, c'est pas l'armée, mais c'est pas rien que des gens dédient leur vie, acceptent d'obéir pour porter des armes et sans se poser de questions vont au secours de femmes ou d'hommes qui n'ont jamais vu de leur vie parce que c'est leur mission. Donc je trouve ça plutôt sain dans une démocratie et dans notre République. Il y a ces moments de communion et de recueillement et de penser à ça, rassemblement. bien sûr. Vous y serez, Edwige Diaz? Est-ce que vous pensez que c'est une initiative intéressante que les Français, que la nation soit demain sur le pont Alexandre III pour avoir une pensée? Mais c'est bien que la nation se réunisse, mais une fois de plus, je vous dis, si on fait le deuil, si on fait des marches blanches, si on fait des moments de communion, d'union nationale, et que finalement on ne règle pas le problème, tout à l'heure... Quel problème d'ailleurs? Le problème du terrorisme, par exemple. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait pour lutter contre le terrorisme, que ça soit à l'étranger ou que ça soit aujourd'hui en France? Clairement pas grand-chose. Et donc, si on n'agit pas... 4500 hommes. Oui, 4500 hommes. Oui, mais d'ailleurs, ils défendent quasiment exclusivement des Français. Alors quand j'entends l'idée d'une armée européenne, je me dis qu'on a déjà atteint les limites avant de commencer. Dire, là, on voit l'exemple même de la récupération et de la volonté de ramener à l'élection européenne. Alors que nous parlons de nos soldats français. Non, mais arrêtez de... Non, mais là, en fait, vous l'avez fait par vous-même. Vous avez c'était une bien-pensance à géométrie variable. Dès qu'il y a quelque chose qui vous embête, non, au contraire, vous avez fait la démonstration. Non, c'est vous qui faites la démonstration. Écoutez, nous avons le droit de dire. Terminez votre phrase. Nous avons le droit de dire, et tant pis si ça vous gêne, qu'Emmanuel Macron ne fait rien contre le terrorisme, que ça soit à l'étranger ou que ça soit en France. Je redis, on a 4500 hommes engagés. Oui, mais c'est pas français. C'est pas suffisant parce que pourquoi a-t-on autant d'étrangers qui viennent en France, qui sont des terroristes en nerfs? Pourquoi ne ferme-t-on pas les mosquées salafistes qui pullulent sur notre territoire? Le rapport, monsieur, c'est que le terrorisme islamiste tue aujourd'hui dans notre pays. C'est là que vous vouliez en venir. Oui, et ces deux hommes sont morts à cause du terrorisme islamiste. Donc il faut, à un moment donné, faire bouger les choses, mettre en adéquation les discours et les actes pour que ces choses ne se reproduisent pas. Merci. On va s'intéresser au glyphosate. On va juste un mot. Juste un mot. Je voulais juste rappeler que demain, sur nos antennes, à 10h30, nous pourrons suivre cet hommage national aux Invalides. Voilà le plus important. Le plus important, c'est l'hommage demain pour nos soldats, pour notre armée, pour ceux qui défendent nos valeurs et les valeurs d'un État républicain qui porte la liberté. Et la liberté, finalement, c'est ces deux visages-là qui demain seront des héros français. Voilà ce que j'ai envie de retenir jusqu'à demain. Ces deux soldats du commando Hubert. Une courte page de publicité et on s'intéresse au glyphosate et à ce sénateur qui était peu connu, voire inconnu, et qui est ce soir célèbre par cette petite phrase. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau du Grand JT avec mes invités Edwige Diaz pour le Rassemblement National, Sarah El Haïry, porte-parole du MoDem, et David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Parlons de ce glyphosate et d'abord regardons ce sujet pour y voir un peu plus clair. Il y a eu cette petite phrase, alors maladroite ou pas, de ce sénateur UDI, membre de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, qui a éventé un rapport que l'on devait découvrir jeudi seulement. La phrase, évidemment, a fait boum. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, retour avec Florian Tardif sur ce sujet du glyphosate. C'est vrai que c'est un sujet, sans jeu de mots, qui empoisonne la vie politique. Le glyphosate est moins cancérogène que la viande rouge. Cette comparaison du sénateur Pierre Metteville n'a pas été appréciée par plusieurs de ses collègues de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, à commencer par Cédric Villani. Cette phrase, qui ne figure pas et n'a jamais figuré dans le rapport, reflète sans doute les opinions de Pierre Metteville, mais aucunement l'opinion de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Face à l'avalanche de réactions suscitées, le sénateur a tenu à clarifier ses propos. J'ai simplement cité un classement OMS
dans lequel le glyphosate est classé en 2B, c'est-à-dire cancérogène peu probable, au même niveau que la charcuterie et la viande rouge. Ce rapport, le voici. Depuis 2015, le Centre international de recherche sur le cancer classe la consommation de viande rouge comme probablement cancérogène, au même titre que les composants du glyphosate. Mais cette classification est due à des preuves limitées chez l'être humain. Ce rapport d'information, qui doit être présenté ce jeudi, expose justement les différentes études, parfois contradictoires, concernant l'herbicide. Alors, la polémique est née, il faut y revenir quand même, parce qu'il y a cette petite phrase. À la question qui a été posée à ce sénateur de Haute-Garonne, Haute-Garonne c'est intéressant, c'est un département rural où on fait beaucoup de maïs. À la question, le glyphosate est-il cancérogène? La réponse est non, il est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge qui ne sont pas interdites. C'est ce qu'a expliqué ce sénateur à la Dépêche du Midi, qui est le journal, le quotidien régional. David Cormand, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez entendu cette phrase? Elle faisait écho à une polémique sur les charcuteries industrielles où on avait découvert que les produits chimiques contenus, effectivement, étaient dangereux et cancérogènes. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis dit, encore une fois, un élu qui est censé être garant de l'intérêt collectif et très perméable au travail que mènent les lobbies et ces grands groupes d'agro-industrie. Parce que, vous savez, il ne faut jamais perdre de vue que Monsanto, c'est une multinationale à l'origine américaine qui a fait beaucoup de mal rachetée par à notre Bayer. environnement. C'est l'agent orange, c'est le glyphosate, c'est les OGM, bref, c'est tout ce qu'on adore, quoi, comme produit, comme vision de l'agriculture. Et Bayer a racheté, qui est une entreprise allemande, donc maintenant c'est allemand. C'est le plus gros achat de l'histoire économique de l'Allemagne, le rachat de Monsanto par Bayer. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un modèle économique. Quel est ce modèle économique? C'est de posséder, d'avoir la main mise sur les agricultrices et les agriculteurs en les encourageant à consommer des produits qui non seulement sont dangereux pour notre santé, mais sont dangereux d'une manière générale sur notre environnement, et encourage un modèle agricole qui détruit la nature, qui détruit les métiers de paysannes et de paysans, et qui encourage un modèle économique qui est très destructeur pour l'emploi, etc. etc. Donc là, on a des élus, et beaucoup d'élus, qui sont sensibles à ces lobbies, qui servent en Donc vous dites ce soir, ce sénateur, classiquement, a pu être séduit par le lobby Monsanto. Au Parlement européen, il y a 705 parlementaires européens. Pour un parlementaire européen, il y a 45 lobbyistes. 45 lobbyistes qui sont payés pour influencer ces élus. Et donc les lobbies, il faut leur faire la guerre. Et Monsanto, Bayer, il faut les mettre hors d'état de nuire. Quel est votre sentiment, Sarah El-Haïry? Parce qu'évidemment, il faut quand même repréciser que l'Office parlementaire des choix scientifiques est un organisme scientifique paritaire composé de sénateurs et de députés. Cédric Villani, qui est le vice-président, évidemment, s'est désolidarisé de cette phrase. Il a tort? Il ment? Non, et moi, je veux dire, je vais être très claire. Moi, je ne suis pas une experte scientifique. Par contre, ce que je sais, c'est que le glyphosate, c'est dangereux. C'est dangereux pour la planète, c'est dangereux pour notre biodiversité. Il faut l'arrêter. Il faut accompagner. Non, Sarah El-Haïry? L'engagement est pris. Non, mais bien sûr. C'est une question qui est posée à chaque fois. C'est une question qui est posée. Et Pourquoi 3 ans? Et je vais vous répondre de manière assez claire et assez nette. Pourquoi l'interdire? Il faut l'interdire, mais il faut l'interdire en accompagnant les agriculteurs et ne laisser personne sur le bas-côté de la route. Et c'est pour ça que le choix, il a été courageux et responsable. Quand on a été au niveau européen pour réduire le délai du renouvellement, parce que c'était prévu pour 15 ans, et on s'est dit non, il faut réduire. Et d'ailleurs, on s'est dit, la France doit sortir en premier, on doit être leader, mais ne pas laisser tous ces agriculteurs tout seuls, finalement, du jour au lendemain. Et c'est ce que vous disiez. Donc vous nous dites ce soir que ce que l'on voit derrière ces épandeurs, ils en ont besoin, c'est un peu comme une drogue. Sans ce produit chimique, ils n'ont pas de revenus, ou un revenu qui baisse. C'est ça que vous dites? Moi, je dis juste, il faut pas demander du jour au lendemain à tout le monde d'arrêter. Il faut en sortir, mais accompagner tout le monde. Et finalement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Par contre, l'engagement est très clair. Sortir d'ici fin 2020 de manière très nette. Non, c'est pas clair, vous n'avez pas... À condition d'avoir une alternative technique. Pas clair. Non, je vais aller au bout. Et moins 50% des phytosanitaires d'ici 2025. Voilà les engagements qui ont été pris et qui ont été actés, annoncés. Non, et encore vous ne les avez pas actés, vous ne les avez pas votés en tant que parlementaire, madame. C'est pas parce que ce n'est pas écrit dans la loi que ce n'est pas un engagement. C'est un problème. Ah non, c'est pas parce que c'est pas voté dans la loi que c'est pas un engagement. Exactement. Ça sert à quoi d'être député alors? Eh bien, moi, je vais vous dire. Quand on a fait Egalim, parce que c'était ça la loi, c'était la loi pour accompagner les agriculteurs, il y avait un accompagnement qui était fait. Je me rappelle bien, ce texte, il a été construit. C'est là où Nicolas Hulot n'a pas été à la conclusion parce qu'il était déçu. Et c'était un de mes collègues. Absolument, on s'en souvient. Mais oui, mais c'était aussi un de mes collègues des Pays de la Loire. Il a considéré que c'était plutôt un recul qu'une avancée. C'est étrange. Eh bien, lui, il l'a vécu comme ça. Edwige Diaz, le Rassemblement oui, national... je vous l'accorde, mais cependant, ça ne veut pas dire que la bagarre, elle n'est pas tenue. Et moi, j'ai envie de dire, le rendez-vous est pris pour 2020. 2020, à condition, et vous reviendrez sur ce plateau peut-être. Non, je serai encore dans mon mandat, donc je pourrai encore rendre compte. À condition qu'il y ait une alternative
techniques et donc des recherches qui soient faites, évidemment, Et non, pour mais trouver les l'alternative. alternatives, on les a déjà. Hein, mais- Juste le Rassemblement national, j'ai lu comme ça que Marine Le Pen était de plus en plus verte. Elle avait verdi Ça pas là-dessus. Hein. son discours, mais pas sur le glyphosate. On n'a pas verdi le discours. Nous avons toujours défendu un modèle économique qui était respectueux de l'environnement. Nous ne sommes pas pour les traités de libre-échange qui sont très pollueurs. Nous sommes pour le juste échange. Et nous défendons depuis toujours Elle ce qu'on parle de appelle l'économie le locale. localisme. Exactement. C'est mais ça, oui, le dans- localisme. dans notre- C'est le très repris localisme, par Marine tout à Le Pen. fait. Et je voulais juste revenir sur la phrase là, de ce sénateur Oui. qui est absolument Moins cancérogène que la charcuterie et la viande irresponsable. rouge. C'est une phrase absolument irresponsable parce qu'aujourd'hui, il va comparer le travail des agriculteurs et le savoir-faire de nos charcutiers à des produits chimiques. Et c'est avec ce genre de discours qu'on contribue à la stigmatisation des agriculteurs. Alors juste pour terminer sur le glyphosate, Vous en avez dans votre la Grande Aquitaine, dans votre région, c'est une zone c'est la agricole première région par excellence. agricole de France. Donc nous, au Rassemblement Et la Gironde est le national, premier nous sommes- département en termes de consommation de glyphosate. Évidemment, pour accompagner les agriculteurs vers une sortie du glyphosate, mais en même temps, sinon ça ne servira absolument à rien, il faut aussi empêcher les importations de produits cultivés avec le glyphosate, parce que sinon c'est la double peine pour nos agriculteurs. C'est non seulement... Débat lancé par le CETA lorsque le CETA avait été validé, c'était cette question. Oui, mais finalement, le CETA est appliqué alors qu'il n'a même pas été ratifié par le Parlement national. Donc là aussi, on est dans une incohérence du discours d'Emmanuel Macron en campagne qui, lui, pour le coup, se verdit. Ce verdict. David Corban, quand même sur le fond, ce sénateur, évidemment, sa phrase a été très commentée. Là, j'ai le sentiment, quand on analyse vraiment précisément cette phrase, qui nous dit, mais bon, c'est vrai que le glyphosate, c'est dangereux, mais la viande rouge et la charcuterie industrielle, je prends bien parce que les bouchers avaient réagi à l'époque, avaient dit, attendez, on peut faire de la bonne viande industrielle et très dangereuse aussi. Est-ce que vous confirmez sur ce plateau que, par ailleurs, la viande industrielle, la charcuterie industrielle, elle est dangereuse pour l'être Le problème, humain? c'est qu'on a de moins en moins C'est terrible. accès. On a de moins en moins accès à de la viande non industrielle, parce que là encore, notre modèle agricole, il se construit de plus en plus. Ou elle est très chère. Vous savez, avec ce qu'on appelle ces fermes-usines, ces usines à viande, ces usines à lait, ces usines à œufs, qui sont encouragées par les gouvernements successifs et par l'Europe, par l'intermédiaire des subventions de la politique agricole commune. Et là, l'enjeu européen, il est majeur. Vous savez que chaque année, c'est 9 milliards de subventions qui viennent de l'Europe pour l'agriculture française. C'est quasiment 50 milliards à l'échelle de l'Europe. Chaque Européenne et Européen, c'est 117 € de subventions annuelles pour l'agriculture. Imaginez ce qu'on pourrait faire si on réorientait intégralement cet argent pour une agriculture qui soit réellement paysanne et de proximité. Moi, là, j'ai la difficulté que j'ai avec le Rassemblement national sur les votes qui sont constants par rapport au glyphosate, que ce soit au niveau européen, Oui, au européen, niveau oui. français, de soutien à tout cela, On est en plein dedans. et au niveau de la République en marche, où vous avez entendu parler du lobbying de Monsanto et des listes de personnes. Alors, les écolos, Excuse de Bayer aujourd'hui dans les colonnes oui, oui, des c'est le moins qu'on journaux puisse dire. français. Les écolos, nous sommes du côté de ceux qui étaient suspects au niveau de Bayer, mais il y a M. De Cercle qui est quatrième sur la liste de la République en marche, qui lui aussi était dans ces listings, mais du côté des alliés de Bayer Monsanto. Et là, moi, j'ai une difficulté avec le fait d'afficher qu'on va lutter Une contre réponse. les Une glyphosates réponse et en même claire. temps avoir Vous des êtes élus. interpellé. Moi, j'ai envie de Très dire, court, s'il de vous manière plaît. très courte, il y a deux sujets. Jérémy Desserles, qui était Vous sur la êtes- liste, vous êtes interpellé. évidemment, Oui. de fait, et également sur la même liste que M. Pascal Canfin. On ne peut pas dire qu'il était C'est sur le et en l'autre même côté. temps. C'est le et en Il même n'était pas temps. sur le côté. Pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas opposer l'écologie et l'agriculture. On veut que l'agriculture, elle se transforme. Et finalement, c'est en n'opposant pas, c'est en trouvant les solutions et les réponses, Oui. en mettant ensemble Pascal Canfin et Jérémy Desserles, qu'on réussira Et à entre faire Monsieur Hulot- que l'Europe permette Et finalement entre cette M. transition Hulot et M. environnementale. Travers, on a vu qui Parce avait que gagné. c'est Rassemblement. essentiel. Merci. C'est essentiel. Merci Jérémy Desserres, qui est un agriculteur, faut-il le Tout à préciser. fait. C'est l'ouverture à la société civile. Vous vouliez prendre la parole, Edvigia, je vous remercie parce que malheureusement nous n'avons plus le temps, mais vous reviendrez évidemment dans le grand JT. Merci à vous trois, merci Edvigia, merci Sarah Ellery et merci à David Corban. plaisir. Dans quelques secondes, eh bien, les voix de l'info, c'est comme chaque soir avec Sonia Mabrouk.